Je voudrais commencer, si vous me permettez, par prolonger un tout petit peu la discussion qu'a évoquée Wendelin Werner, c'est-à-dire la différence de point de vue entre les physiciens et les mathématiciens. Il faut quand même que je la cite à ce niveau. C'est pas tant sur le mouvement brownien lui-même qu'il y a une différence de point de vue, c'est sur les questions que se sont posées les physiciens par rapport aux mathématiciens et qui, je crois, ont maintenant gagné les mathématiques. Donc, la question, c'est probabilité et physique statistique. Wendelin a cité les conjectures de Mandelbrot. Je dirais pour les physiciens, je vais essayer d'évoquer les questions qui se posaient. Aux physiciens, je remonte aux années 1970 environ. Pierre-Gilles de Gennes étudiait à l'époque la conformation géométrique, la statistique des très longues molécules qu'on appelle les polymères. Et il se posait la question de savoir comment les modéliser. La modélisation la plus simple est d'imaginer une marche aléatoire en dimension arbitraire auto-évitante. Par définition même, donc, un processus non brownien, car une marche auto-évitante dépend de tout le passé de cette marche. Pour des physiciens comme de Gennes, la question était de savoir pourquoi cette marche a-t-elle des propriétés fractales, on ne disait pas le mot à l'époque, mais fractales, universelles, c'est-à-dire en gros indépendantes des molécules, ce qui n'est pas du tout évident. De la même façon, pour les phénomènes critiques des transitions de phase, l'universalité des phénomènes, malgré la multiplicité des molécules qui présentaient les transitions, était un mystère de première catégorie. Les interactions n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et donc, pour les physiciens, l'inspiration est venue, non pas de Mandelbrot, mais de quelqu'un qui s'appelait Ken Wilson, qui a introduit une méthode qui était le groupe de normalisation. Je ne vais pas essayer de trop l'évoquer ici, mais c'était simplement une variation de la description avec l'échelle avec laquelle on observait le phénomène et le flot des interactions vers les points fixes qui expliquaient l'universalité et commandaient les propriétés fractales qu'on appelle en physique les indices critiques de ce phénomène. Un peu plus loin, on est au milieu des années 80, le travail exceptionnel de Knizhnik, Polyakov, Zamolodchikov, qui reconnaissent la force de l'invariance conforme, qui se prolonge de nos jours, permettra de résoudre beaucoup de travaux, beaucoup de situations physiques, c'est-à-dire non seulement de dire « regardez ce fractal, il est magnifique », mais de dire « voilà comment je comprends qu'il a telle dimension et non pas telle autre ». Donc ça, c'était un problème, je dirais, dynamique qui se posait aux physiciens, extrêmement difficile. Il y a des nombreux travaux de Duplantier que j'ai vu quelque part tout à l'heure, et Saller, et bien d'autres. Les mathématiciens ont évolué. C'est pour ça que je posais cette question à Wendelin Werner. Il appartient à une génération qui s'est posé exactement les mêmes questions que celles que j'évoquais antérieurement, qui consistaient à comprendre d'abord l'existence d'une limite continue, évidemment supposée sans démonstration par les physiciens, et ensuite les propriétés fractales de cette limite continue, d'arriver à une vision dynamique. Donc, vous voyez, il y a eu une complémentarité quand même, je dirais, des deux domaines, et je ne les opposerai pas en ce qui me concerne, malgré tout mon respect et mon amitié et mon admiration pour Jean-Pierre Kahn, je ne les opposerai pas en disant d'un côté il y a les mathématiques et d'autre il y a la physique. Je crois que c'est un complément dont nous avons absolument besoin, l'un et l'autre, pour comprendre où aller et ce qu'il faut faire. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour la science. On m'a demandé de ne pas parler de science. Donc, l'enseignement des mathématiques vient d'être évoqué de façon magnifique par Madame Artigue, et donc je n'en dirai rien de plus. Je voudrais quand même ajouter à ce qu'a dit Madame Artigue que le souci d'enseigner les sciences est admirable chez les mathématiciens, mais quand même, je pensais à mes collègues de la main à la pâte, comme Georges Charpak, Pierre-Léna, Yves Quéret, ils se sont aussi un peu souciés de l'enseignement de la physique et des sciences de la nature. Donc, les préoccupations que vous avez évoquées sont largement partagées aujourd'hui par l'ensemble des sciences. Le point suivant
et la participation de Jean-Pierre Kahn à l'Union rationaliste. Et je voudrais en dire quelques mots. L'Union rationaliste est une petite association aujourd'hui. Elle avait été fondée par Paul Langevin et des collègues en 1930 dans le but de promouvoir le rôle de la raison face à toutes les dérives irrationnelles. Alors, vous pouvez penser que ceci est une préoccupation d'autrefois, et qui peut se soucier aujourd'hui de dérives irrationnelles, elles ont disparu. Alors, si vous pensez ça, inutile d'adhérer à l'Union rationaliste. En revanche, si, comme Jean-Pierre Kahn et d'autres comme moi, pensent que nous sommes face à une menace sur ce que j'appellerais le mouvement qui démarre aux Lumières, démarre au XVIIIe siècle, dans une vision qui cherche à substituer la rationalité à la féodalité, nous voyons dans beaucoup d'endroits du monde des déviations fort inquiétantes. D'une certaine façon, les grandes leçons que nous avons tirées de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, de sa magnifique traduction à l'échelle des Nations Unies en 1948, sont aujourd'hui, je dirais, presque partout menacées. Et donc, ces déclarations, relisez-les, relisez celle de 48 des Nations Unies, elle contient des choses étonnantes. J'ai relu récemment, ayant eu à faire un exposé devant des étudiants. Je pense que si vous pensez qu'il n'y a aucun problème, que les dérives irrationnelles ne sont plus un danger dans notre époque, eh bien, je pense que vous vous trompez lourdement, et que l'Union rationaliste et d'autres, bien sûr, ont un rôle essentiel pour arriver à une vision un peu plus rationnelle, un peu plus scientifique de notre monde. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ceux d'entre vous qui pensent que le vaccin contre la variole, contre la rougeole n'est pas nécessaire, n'ont qu'à regarder les milliers de morts d'enfants aujourd'hui, pour comprendre que c'est un souci très actuel et qui va bien au-delà, qui, à mon avis, menace aussi bien la démocratie que les systèmes auxquels nous sommes attachés. Cette union rationaliste a été présidée pendant 3 ans par le père de Jean-Pierre Kahn, Ernest Kahn, qui était lui-même un grand scientifique. Après ça, il y a eu pendant très longtemps Evry Schatzman, et puis je crois que c'est notre collègue Jean-Claude Péquer qui avait convaincu Jean-Pierre Kahn de bien vouloir remettre en place cette union rationaliste que Jean-Pierre a fait brillamment. Il a présidé de 2001 à 2004, mais il a joué un rôle pendant près de 20 ans dans cette union. Il a été remplacé après par Hélène Langevin, Joliot-Langevin, grande physicienne, à laquelle j'ai succédé, et Yves Bréchet m'a succédé il y a 2 ans. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup évidemment de conversations avec Jean-Pierre Kahn. Nous ne partagions pas les mêmes conceptions politiques, mais nous nous retrouvions absolument, totalement dans les principes qui sont là, dans la loi de 1905 sur la laïcité, dans la rationalité, toutes ces choses de base qui, en quelque sorte, à mon avis, constituent le socle commun de ce que nous avons hérité des Lumières. Nous nous retrouvions absolument, totalement, malgré nos différences politiques. Donc Jean-Pierre, quand même, était un citoyen engagé. Vous avez déjà vu tout à l'heure qu'il avait été secrétaire du SNESUP. Chacun sait qu'il a été membre du comité central du Parti communiste pendant 15 ans. La revue progressiste a déjà été évoquée. La photo que j'ai là, que j'ai trouvée sur Internet, le montre dans la manifestation de mai 2016, journée d'action contre la loi travail. Vous voyez, il se mobilisait jusqu'à la fin pour ses convictions politiques. Il y a eu, je me souviens d'avoir défilé dans le mouvement international pour la recherche
qui a eu lieu il y a 2 ans, quelque chose comme ça, à côté de Jean-Pierre et d'une banderole vite déchirée de l'Union rationaliste. Si je résume, Jean-Pierre Kahn, pour moi, excusez-moi, il y a bien beaucoup d'aspects de sa personnalité. L'amour des mathématiques est évident. La science, bien commun de l'humanité, il ne supportait pas l'idée que la science puisse être privatisée en quelque sorte ou restreinte à un sous-groupe. Il était très soucieux de sa diffusion dans le monde. La rationalité, j'en ai parlé. L'histoire des idées, je pense que Claude Debru en parlera dans un instant. La transmission du savoir, Madame Martigues nous a dit tout ce qu'il a fait pour cela, pour la formation de la jeunesse. J'ai souvenir, moi aussi, d'une réunion récente ici où des jeunes lycéens étaient venus s'adresser à des jeunes lycéens de manière magnifique. Et, bien sûr, la défense de l'intérêt public contre les intérêts privés. Voilà certaines des lignes constantes de Jean-Pierre Kahn, dans lesquelles, je pense, beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver. Je vous remercie.